contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Les Ukrainiens ont percé la ligne de défense et se sont enfoncés à l'arrière de l'ennemi sur 16 km. Pas de paix. Au printemps, la Russie prépare une grande offensive sur toute la ligne de front. Le karma en action ? À Belgorod, des coupures d'électricité tournante sont instaurées et dans de nombreuses maisons, il n'y aura pas de chauffage avant le printemps. Vladivostok est privé d'électricité à cause d'un incendie majeur à la centrale thermique Severnaya. C'est du cirque. La Russie exige des garanties de sécurité de la part de l'Occident après la signature de l'accord de paix. Il n'y a pas d'argent. Les habitants des territoires occupés devront désormais reconstruire eux-mêmes leurs logements détruits à leurs propres frais. En Russie, on a commencé à bloquer Telegram et des affaires sont ouvertes pour des likes sous des vidéos sur YouTube. Aux Jeux Olympiques, il a été interdit à un athlète ukrainien de concourir avec un casque portant les photos de sportifs tués par la Russie. L'humoriste Nourlan Sabourov, à qui l'entrée en Russie a été interdite, est entré en contact et a choqué par la vérité. Kadyrov a commenté pour la première fois l'accident de voiture de son fils. « Cela va vous surprendre !» Décision historique. L'Ukraine a ouvert l'exportation de drones. Il y a la queue pour obtenir des armes ukrainiennes. Je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. Selon le média allemand Welt, la Russie rassemble d'importantes forces aux frontières est et sud de l'Ukraine. Cela indique une préparation à une nouvelle grande offensive au printemps 2026, dès que les conditions météorologiques le permettront après la fin des gelées. Les principales directions sont, en premier lieu, Pokrovsk et les environs de la région de Donetsk, au sud de Zaporijia et peut-être Ouliaïpol et les zones adjacentes. La phase active pourrait commencer dès avril-mai. La partie ukrainienne confirme l'accumulation de réserves russes, mais souligne que les forces de défense font tout pour, une fois de plus, contrecarrer les plans de l'ennemi. Pendant ce temps, après la libération de Trounovatovo dans la région de Zaporijia des occupants, les Russes continuent de se plaindre de la contre-offensive réussie des forces armées ukrainiennes. Les correspondants militaires russes affirment que les forces de défense ukrainiennes ont percé le front dans la direction de Zaporijia sur 16 km. En Ukraine, cependant, ces déclarations sont démenties. Selon le porte-parole des forces de défense du Sud, Vladislav Voloshin, la Russie diffuse de telles informations afin de justifier ses précédentes fausses déclarations concernant le contrôle de localités où les occupants ne sont soit jamais entrés, soit ont été bloqués sur place. Par exemple, comme dans le cas du village de Pridorojnoï, que, selon les données de Deep State, les forces armées ukrainiennes ont nettoyé en même temps que Trounovatovo. L'ennemi, comme toujours, dessine ses cartes à crédit, puis, essayant de rattraper dans la réalité ses succès fictifs, y envoie des groupes de sabotage et de reconnaissance pour qu'ils y plantent un drapeau. Le résultat de ces séances photos est prévisible. Le groupe de sabotage ennemi a été éliminé et le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur Pridorojnoï. De plus, selon les informations de l'Union Vostok, les Russes intensifient la pression sur la partie nord de Mariupol. Des combats de rue éclatent au centre-ville, mais l'armée ukrainienne tient bon. Les défenseurs frappent sans pitié l'occupant sur tout le front par des tirs précis. Dans la nuit du 10 février, vers Donetsk, ils ont anéanti une unité technique ennemie. À Zaporijia, une frappe a visé un centre de formation et des postes de commandement de drones du groupe Rubicon. Les Ukrainiens ont également frappé les lieux de rassemblement des militaires de Poutine. Pour ma part, je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent la ligne de front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Dans la région de Belgorod, des coupures d'électricité tournante sont mises en place en raison des dégâts causés au réseau énergétique après les bombardements. À Belgorod et dans une dizaine de districts de la région, l'électricité sera coupée pendant 2 à 4 heures. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a déclaré explicitement que de telles mesures sont inévitables pendant la réparation des infrastructures et qu'il est impossible d'établir un calendrier des coupures. Tout dépend de la charge actuelle sur le réseau. Les coupures d'électricité, de chauffage et d'eau dans la région se sont fortement intensifiées après les frappes sur le réseau énergétique les 6 et 7 février. Et dans la nuit du 8 février, la centrale thermique Lutch, l'un des principaux sites énergétiques, a été gravement endommagée. Après cela, jusqu'à 80 000 personnes à Belgorod se sont retrouvées sans chauffage. Des ruptures de canalisation ont commencé à cause du gel et les autorités ont été contraintes de vidanger l'eau des systèmes de chauffage dans des centaines d'immeubles.
Pendant ce temps, le gouverneur a fait un rapport sur le fonctionnement des points de chauffage à Belgorod. En 2 jours et demi, exactement 551 personnes les ont fréquentés. Le point de chauffage le plus populaire était celui de la Philharmonie. En deuxième position, on trouve le bureau de Russie Unie sur l'avenue Grajdansky. On constate que des gens venaient aussi pour une aide médicale, pour se réchauffer les mains ou pour boire du thé avec des biscuits. Gladkov a qualifié la décision d'ouvrir ces points de correcte et a promis que, dans le bâtiment du gouvernement régional, à l'administration de la ville et au bureau de Russie Unie, il fonctionnerait 24 heures sur 24 au moins jusqu'au 1er mars. Eh bien, dans des conditions de coupure d'électricité d'urgence, il semble que le bureau du parti ait été l'un des rares bâtiments chauffés. Et cela, convenez-en, est assez révélateur. À Vladivostok, un transformateur a pris feu à la centrale thermique Severnaya. La cause, un court-circuit, une étincelle et un incendie. La sous-station a été coupée en urgence. En conséquence, près de 50 000 Russes se sont retrouvés sans électricité ni chauffage. Les énergéticiens ont promis de tout réparer rapidement, mais nous ne pouvons que constater que le système énergétique de la pseudo-empire poutinienne en 2026 connaît clairement des défaillances. Et ce n'est manifestement pas la limite. Alors tenez bon, les Russes, en lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez aussi sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et nous, de notre côté, continuons. La suite est la plus intéressante. L'armée russe a commencé d'urgence à recevoir des terminaux Internet par satellite pour remplacer les Starlink bloqués. Cependant, comme le rapportent les militaires ukrainiens, ils savent déjà comment peut-on les détecter. De plus, la Fédération de Russie fait du chantage aux proches des prisonniers ukrainiens, les forçant à enregistrer des terminaux Starlink à leur nom pour les utiliser ensuite à des fins militaires contre l'Ukraine. L'état-major de coordination a souligné que le propriétaire officiel du terminal est facilement identifiable et que l'enregistrement d'un Starlink par un citoyen ukrainien, s'il est utilisé pour piloter des drones et mener des attaques, peut entraîner des poursuites pénales. En cas de menace ou d'exigence de la part de l'ennemi, il est recommandé aux Ukrainiens de contacter immédiatement l'état-major de coordination et les forces de l'ordre. Je rappelle qu'auparavant, le ministère de la Défense de l'Ukraine, en collaboration avec les ingénieurs de SpaceX, a désactivé les terminaux illégaux utilisés par l'armée russe. Et en Russie, ils ont commencé à étouffer Telegram, littéralement. Depuis hier, Roskomnadzor a lancé le processus de restriction du fonctionnement du messager sur tout le territoire de la Sainte Russie et les Russes en ont déjà fait l'expérience eux-mêmes. Ces derniers jours, l'application fonctionne au ralenti. Les messages ne s'envoient pas, les photos et vidéos ne se chargent pas. Telegram rame franchement. La raison de ces restrictions a été expliquée à la Douma. Telegram ne respecte pas entièrement les exigences des autorités russes et se comporte de manière trop indépendante. Telegram ne respecte pas complètement, c'est-à-dire qu'il coopère avec Roskomnadzor, mais il le fait, comme on dit, du bout des lèvres. C'est-à-dire que Telegram se prend pour un grand, et la Russie, alors, serait, disons, une plouc. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, les soi-disant libertés numériques à la russe. Dans la superpuissance, on a commencé à infliger des amendes pour des likes sur YouTube. Un tribunal de la région de Mourmansk a déjà condamné un retraité de 72 ans à une amende de 30 000 roubles pour avoir discrédité l'armée russe. Écoutez bien, le motif était 139 vidéos dans la section « J'aime » sur YouTube. En somme, le tribunal a reconnu les likes comme un acte public, alors même que sur la plateforme, ils ne sont visibles que par le propriétaire du compte. Autrement dit, en Russie, on considère désormais comme public même ce que personne d'autre que toi ne voit. Une logique amusante, vous en conviendrez. Les Russes obligent les habitants de la région de Louhansk, temporairement occupés, à payer pour leurs propres maisons détruites. À partir de 2027, les occupants prévoient de contraindre les habitants de Louhansk à réparer à leurs frais 85% des logements détruits par l'armée de Poutine. C'est ce qu'annonce le Centre ukrainien de résistance nationale. Dans les plans des envahisseurs, chaque famille vivant dans un immeuble devra verser chaque mois une contribution pour la rénovation majeure. Auparavant, la reconstruction était au moins partiellement financée par le soi-disant Fonds de développement des territoires. Désormais, l'agresseur transfère ouvertement sa propre responsabilité sur les habitants eux-mêmes. Que pensez-vous de ce pillage aussi flagrant que cynique sur des ruines ?
Sans garantie de sécurité pour la Russie, il n'y aura aucune paix avec l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré dans une interview au journal Izvestia le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grushko. Il a affirmé explicitement que, pour mettre fin à la guerre, l'Occident doit d'abord garantir la sécurité de la Russie. Il a expliqué que, oui, Moscou reconnaît que le règlement pacifique doit prendre en compte les intérêts de sécurité de l'Ukraine, mais que, selon Grushko, ce sont précisément les intérêts de sécurité de la Russie qui revêtent une importance clé. Sérieusement ? Selon lui, ni les États-Unis ni l'Europe ne parlent pour l'instant d'aucune garantie de sécurité pour la Russie. Et sans cela, selon le ministère russe des Affaires étrangères, aucun accord de paix n'est possible. Voici ce que Moscou exige comme garantie. Le renoncement total de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN. Le refus de l'Ukraine d'accueillir des troupes étrangères sur son territoire. Et l'assurance que ne viendra-t-il pas de l'Ukraine ? La menace d'Osman, et elle cessera d'être considérée comme un tremplin pour lutter contre la Russie. Que pensez-vous de tout ce cirque ouvertement affiché ? Écrivez votre avis dans les commentaires. Eh bien, nous continuons. La suite est encore plus intéressante. Le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a enfin commenté les rumeurs de janvier concernant un grave accident de la route impliquant son fils Adam Grozny, âgé de 18 ans. Il a qualifié tout cela de pure fake et d'une manipulation d'informations qui aurait soi-disant été générée à l'aide de l'intelligence artificielle. Selon Kadyrov père, grâce à l'IA, on peut tromper n'importe qui. Oui, bien sûr, on y a cru. Et d'ailleurs, le chef de la Tchétchénie a souligné que l'année dernière, il y a eu 128 000 accidents en Russie, 13 000 morts et que personne ne s'en soucie. Mais là, tout le monde s'intéresse à une rumeur sortie de nulle part. L'accident de son fils adoré Adamchik est instantanément devenu la nouvelle numéro 1 dans les médias du monde entier. Quelle injustice universelle, vraiment. Au final, Ramzan a promis de renforcer la lutte contre les cybercriminels et les fake news en Tchétchénie, surtout celles qui concernent la République, car la Tchétchénie serait soi-disant toujours dans la ligne de mire. Je rappelle qu'à la mi-janvier, des chaînes d'opposition tchétchènes ont rapporté qu'Adamchik, à une vitesse folle, s'était encastré dans une barrière. En conséquence, le cortège derrière lui a provoqué, pour ainsi dire, un effet domino sur la route. Le plus jeune des Kadyrov a lui-même été hospitalisé d'urgence à Moscou car il se trouvait dans un état critique. À ce moment-là, Kadyrov père a rapidement publié sur Internet une vieille vidéo de son fils, disant que tout allait bien, que le garçon était vivant, en bonne santé, tout va bien. Maintenant, officiellement, il ne s'est rien passé. Soi-disant, tout cela n'est que des rumeurs. Et puis, ce sont tous des ennemis. Mais quoi qu'il puisse déclarer, cela devient évident. Un seul fait demeure. La fin de l'ère des Kadyrov en Tchétchénie est arrivée. Et la haine en Tchétchénie pourrait exploser après la mort de Kadyrov. En quoi cela menace-t-il le Kremlin ? Vous allez comprendre tout de suite. La fin du pouvoir, le dirigeant TikTok Kadyrov perd ses positions. C'est encore moi, encore avec le téléphone. L'état de santé du chef de la Tchétchénie s'est rapidement détérioré et cela s'est immédiatement reflété sur l'apparence du vassal de Poutine. Le sportif musclé et sûr de lui, Kadyrov se transforme en un vieil homme impuissant, constamment fatigué et malade. Le chef de la Tchétchénie est gravement malade depuis plusieurs années, comme en témoigne son apparence maladive et ses disparitions régulières de l'espace médiatique. Il a arrêté de faire du sport, qui avait toujours joué un rôle important dans son image, et a commencé à porter des vêtements plus amples et plus larges. Dong Dong commença lui aussi à apparaître moins souvent en public, bien qu'il ait toujours adoré être au centre de l'attention. Salam alaikum. On y va encore une fois. Vie intéressante. La vie en général est intéressante, ça arrive. En clair, Kadyrov n'a plus beaucoup de temps, son règne touche apparemment à sa fin. Ils ont commencé par la répression en Tchétchénie même. Pour cette raison, aborder la question de la mauvaise santé dans l'espace public était totalement interdit. Cadre. Et les gens sont tout simplement dans un tel état qu'ils ont peur d'exprimer leurs pensées. Mais en parle-t-on, disons, dans les cuisines, pour ainsi dire? Oui, absolument. Il y a pas mal de clans en Tchétchénie. Oui, la plupart d'entre eux sont, d'une manière ou d'une autre, affiliés au clan Kadyrov. Qui remplacera Don Don ? La question reste ouverte. En fait, le principal successeur est considéré comme étant le fils de Kadyrov, Adam, 18 ans. Cependant, les restrictions constitutionnelles, qui stipulent que le chef de la Tchétchénie doit avoir plus de 30 ans, constituent un obstacle à son élection.
Une autre option possible serait de nommer à la tête de la Tchétchénie une personne fidèle à Kadyrov. Moscou, dans la mesure où nous pouvons, encore une fois, en analysant l'espace public, tirer certaines conclusions, il y a aussi leur propre candidat pour remplacer Kadyrov. Mais pour l'instant, ils sont encore considérés comme des options de travail. Et en même temps, on cherche une personne qui, d'une part, connaît la spécificité locale, et d'autre part, qui entretient, disons, des relations de travail étroites, avant tout avec le FSB, la ligne du FSB, et qui peut adopter précisément une position centrée sur Poutine, c'est-à-dire continuer à agir exactement dans ce sens, ce que faisait Kadyrov. La principale exigence de Moscou envers le successeur de Ramzan Kadyrov. La Tchétchénie ne doit pas redevenir un problème, surtout pendant la guerre avec l'Ukraine. Actuellement, il est fort probable que le gouvernement de Moscou fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour étouffer en Tchétchénie toute manifestation civile de la population locale. Toute tentative, disons, de la part de la République de Tchétchénie d'obtenir enfin sa propre personnalité juridique internationale sera réprimée. Cela se fera y compris par l'usage de la force armée et y compris par une répression extrêmement violente et systématique contre les citoyens. Ce qui va se passer ensuite en Tchétchénie reste inconnu. Certains politologues estiment que la mort de Kadyrov pourrait entraîner une lutte de clans pour le pouvoir et des manifestations de masse. Cela pourrait provoquer une grande déstabilisation dans le Caucase du Nord. En principe, car il existe déjà actuellement des tensions entre la Tchétchénie et le Daghestan, entre la Tchétchénie et l'Ingouchie. Et bien sûr, lorsque Kadyrov mourra, cette confrontation pourrait s'intensifier brusquement et toutes les revendications que les voisins avaient envers la Tchétchénie pourraient être de nouveau exprimées. C'est pourquoi, dans cette région, la déstabilisation est très très probable. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la mort du dictateur tchétchène ou son départ du pouvoir, si cela se produit pendant ou juste après la fin de la guerre en Ukraine, pourrait laisser les intérêts de Poutine dans le Caucase du Nord sans protection, s'il ne nomme pas un successeur approprié. À peine avions-nous eu le temps de discuter du scandale concernant l'autorisation donnée aux sportifs russes de concourir sous le drapeau tricolore en taekwondo, en escrime et dans les sports aquatiques, que le monde du sport a de nouveau été secoué. Le squelettoniste ukrainien Vladislav Heraskevich a participé aux premiers essais d'entraînement aux Jeux Olympiques avec un casque arborant les portraits de sportifs ukrainiens tués par la Fédération de Russie. Et tandis que les supporters ukrainiens admiraient ce casque porteur d'un message aussi important et profond, le Comité international olympique a interdit à Heraskevich de concourir avec ce casque lors des compétitions, car cela est jugé inapproprié, dérangeant et trop politique. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déjà réagi. Il a souligné qu'il s'agissait d'une réaction juste à la vérité sur la guerre. Sur le casque figurent les portraits de nos sportifs tués par la Russie. Et la vérité ne peut pas être considérée comme dérangeante ou inappropriée, même lors des compétitions sportives, parce que c'est un rappel au monde entier de ce à quoi ressemble le vrai visage de la Russie. Et voici une nouvelle stupéfiante. Le squelettonniste ukrainien Heraskevich s'est de nouveau présenté à l'entraînement avec son casque commémoratif, malgré l'interdiction du CIO. Heraskevich a déclaré qu'une telle décision brisait le cœur et a rappelé des cas où le CIO avait autorisé des formes similaires d'hommage. En voici une preuve toute récente. Le snowboarder italien Roland Fischnaller participe aux Jeux Olympiques avec un casque arborant le drapeau russe. Et cela malgré l'interdiction d'afficher le chiffon russe. Et savez-vous en quoi la situation est encore plus absurde ? Le CIO n'a jamais pu expliquer pourquoi l'Italien a été autorisé à contourner l'interdiction alors que l'Ukrainien en a été empêché. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela, de cette absurdité. Une étape historique. Pour la première fois, l'Ukraine ouvre l'exportation de ses produits de défense et installe ses centres d'exportation à travers l'Europe. La démilitarisation que la Russie voulait tant mener en Ukraine a lamentablement échoué. Comment l'exportation va-t-elle influencer le complexe militaro-industriel ukrainien et les budgets ? Pourquoi maintenant ? Est-ce vital pour l'Europe ? Détail dans le reportage qui suit. Une étape historique pour l'Ukraine, comme l'a déclaré le président Volodymyr Zelensky au cours de l'année 2026. Dans les pays européens, 10 centres d'exportation commenceront à fonctionner, se consacrant à la promotion et à la production de technologies ukrainiennes. L'Ukraine ouvre l'exportation de ses produits de défense. Le président a également dévoilé la géographie de la coopération. Aujourd'hui, nous lançons l'exportation. C'est très rassurant que l'exportation soit lancée.
10 centres d'expertise en Europe seront déjà opérationnels en 2026. Cela concerne aussi l'Allemagne, ainsi que les États baltes, les pays nordiques, soit 10 représentations au total. En 2026, ils seront opérationnels en Allemagne. Et dès la mi-février, nous verrons déjà la production de nos drones en Allemagne. Je recevrai le premier drone. Il y a aussi une ligne de production qui fonctionne au Royaume-Uni. Les lignes de production sont en activité. Ce sont toutes nos technologies ukrainiennes. Désormais, l'Ukraine en réalité entre dans la course technologique mondiale. Et il ne s'agit pas seulement du développement de notre propre complexe militaro-industriel, mais aussi de l'augmentation des ventes de nos technologies dans le monde. Et cela alors que le pays est en état de guerre depuis plus de 10 ans. Certains produits qui aujourd'hui parviennent en quantité suffisante aux forces armées ukrainiennes et qui ne sont pas en pénurie sont extrêmement demandés. Et les excédents seront exportés précisément pour stimuler la production intérieure. Cette idée mijote depuis longtemps. Et cela concerne non seulement par exemple les drones, dont un grand nombre sont produits en Ukraine. Il existe d'autres armes, ainsi que certains équipements qui ne sont pas aussi demandés dans les commandes annuelles de défense. Quoi ? Directement au ministère de la Défense, etc. Les exportations d'armes aideront l'Ukraine à combler le déficit de financement nécessaire à la production de nouvelles armes. Cela contribuera également à augmenter le budget du pays. Les fabricants ukrainiens attendaient en cela depuis longtemps, car leur capacité restait inutilisée faute de financement. Et pourtant, la demande pour les innovations ukrainiennes existe depuis longtemps dans le monde. Dans le même temps, il n'y a pas si longtemps, la notion même d'exportation d'armes ou de technologie ukrainienne semblait impensable, car le complexe militaro-industriel ukrainien était délibérément détruit. Au cours de ces 4 années d'invasion à grande échelle de l'Ukraine, notre complexe militaro-industriel s'est développé bien au-delà des niveaux atteints lors de la décennie précédente. Et cela est très important, car en réalité, depuis le début de la phase moderne de l'indépendance de l'Ukraine, notre complexe militaro-industriel a reçu peu d'attention. Ce n'est pas seulement qu'il a reçu peu d'attention, il a été ignoré, bradé, démantelé. Pratiquement à chaque mandat de chaque président, Kravchuk, Kuchma et ainsi de suite, il s'agissait d'une dégradation totale et d'une destruction de notre complexe militaro-industriel. Surtout sous Yanukovych. Cela a atteint son apogée. Sous Yanukovych, le complexe militaro-industriel ukrainien, il était tout simplement détruit de manière délibérée. Et ce n'est qu'à partir de 2014 qu'a commencé un retour progressif, le retour de ces projets qui étaient d'actualité il y a des décennies, et leur mise en œuvre, par exemple, le même complexe de missiles anti-navires Neptune, qui a coulé à son époque le croiseur lance-missiles Moskva. Il n'a pas permis la prise d'Odessa et de la région d'Odessa. Mais, comme l'a souligné le président de l'Ukraine, le lancement des capacités ukrainiennes en Allemagne est attendu dans les prochains jours. Cela permettra non seulement à l'Ukraine de gagner de l'argent, mais aussi de protéger l'Europe contre l'agression militaire. En effet, la sécurité européenne moderne est impossible sans l'expérience ukrainienne. Aujourd'hui, les relations de sécurité en Europe reposent sur nos technologies et nos drones. C'est-à-dire ceux qui parlent là-bas de vouloir le dôme et ainsi de suite, la protection, les drones. Il existe plusieurs projets différents en Europe. Tout cela reposera en grande partie sur les technologies ukrainiennes et les spécialistes ukrainiens. Les développements ukrainiens dans le domaine des systèmes sans pilote deviennent précisément le fondement de la protection de l'Europe. Et il y a une explication logique à cela. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dit des choses tout à fait évidentes que l'on comprend parfaitement aussi en Europe même. Ils n'en disposent pas. Ils ne possèdent pas la base de connaissances ni l'expérience que possède, par exemple, l'Ukraine en matière de lutte contre un pays comme la Fédération de Russie. Et par exemple, une attaque de 19 drones en mousse dans l'espace aérien de la Pologne a montré à l'époque que le système de défense anti-aérienne polonais n'était absolument pas prêt à faire face à de telles attaques. Si ces attaques avaient lieu chaque nuit, le système de défense anti-aérienne polonais serait épuisé en moins d'un mois. En principe, l'Europe n'est pas prête à une guerre contre la Fédération de Russie. Ils ne parviennent pas encore à saisir pleinement l'ensemble des aspects techniques et stratégiques qui sont absolument nécessaires pour réaliser quels outils spécifiques il faut impérativement utiliser afin de contrer de manière beaucoup plus efficace et coordonnée la menace russe actuelle et l'Ukraine, bien entendu, dans ce cas de figure précis,
est tout à fait en mesure d'apporter son aide précieuse ainsi que son expertise à l'ensemble de l'Europe, tant sur le plan technique et technologique que par son expérience. Poutine a répété à plusieurs reprises qu'il voulait la démilitarisation de l'Ukraine. Ce point était l'une des raisons pour lesquelles Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais encore une fois, rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Et maintenant, les technologies ukrainiennes sont recherchées non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Nourlan Sabourov, 34 ans, à qui l'entrée en Fédération de Russie a été interdite pour 50 ans il y a quelques jours, est entré en contact. L'humoriste a commenté ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Sabourov a publié une story dans laquelle il a écrit que ses avocats s'occupèrent de la situation et que le temps remettrait tout à sa place. Nous avons préparé pour vous les détails de cette histoire digne d'un roman policier. Les plaisanteries sont terminées. L'humoriste Nourlan Sabourov a été arrêté à son arrivée à Moscou et s'est vu interdire l'entrée en Russie. Cette situation va perdurer et rester inchangée pour une période s'étendant sur une durée totale de 50 ans consécutifs à partir de maintenant. Sabourov avait déjà été arrêté par le passé en Russie pour violation de la législation migratoire. Mais à l'époque, il aurait soi-disant réussi à arranger les choses. Utilisez-vous vraiment des arrangeurs en matière de migration ou est-ce simplement une blague ? Non, ce n'est pas vrai non plus. Comment pouvez-vous encore être considéré comme un invité dans ce pays si vous y possédez des biens immobiliers de grande valeur ? La loi autorise l'acquisition de biens immobiliers sur des bases légales. Dites-moi, agent d'immigration, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils t'ont vraiment invité ici ? Ou quoi ? Tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Aucun commentaire. Plus. Le comique kazakh a essayé pendant des années de ménager la chèvre et le chou. Il a refusé la citoyenneté russe pour ne pas profiter de tous les soi-disant avantages du passeport rouge. Mais en même temps, il gagnait sa vie avec plaisir en Russie. Et la peur, bien sûr, elle existe. La peur de dire que ce n'est pas le cas, de peur que quelque chose arrive à ta famille. Le Kazakhstan, à cet égard, est un peu... Eh bien, les gens ici sont un peu plus tendus qu'en Russie. Je te le dis, ici, comme le dit Slava Komissarnik, la Russie, c'est un lac libéral comparé à nos pays. Mais après le début de l'invasion à grande échelle, à cause de cette position amorphe, la carrière de Sabourov a commencé à décliner. Car les fans attendaient de lui du soutien. Si tu es pour, alors dis-le franchement, j'ai peur de dire non. Oui! C'est comme ça, mon frère, j'ai une famille. Vous devez comprendre, je comprends, mais vous devez comprendre. Vous devez comprendre que moi aussi j'ai mes peurs, d'accord ? De qui voulez-vous faire de moi ? Quelqu'un dit que tu es contre. Des gens meurent. Là-bas, des familles meurent. Les familles de mes amis. Personne ne me doit rien. Je ne te dois rien. Mon pote, tu comprends ? Je comprends, mais dis quand même que tu es contre. Vos émotions, mais il ne faut pas me dévaloriser. Tu comprends ? Je ne te dévalorise pas. Tu es mon idole, vous. De plus, après le scandale lors du concert à San Francisco, quand Sabourov a humilié une activiste ukrainienne, il a été annulé aux États-Unis et en... L'État d'Israël, situé au carrefour de l'Asie et de l'Afrique sur la rive orientale de la mer Méditerranée, est un pays marqué par une histoire millénaire et une culture d'une grande diversité. La phobie des virus ? Avec une tête pareille, vraiment incroyable. Pourquoi l'ai-je montré ? De plus, quand tout allait bien, personne ne m'a dit « Bon, d'accord, tu as le balai, bien sûr. » Ils ont décidé d'annuler les Russes, à commencer par moi. Pour une raison inconnue, ils sont venus à mon concert avec des drapeaux ukrainiens. Mais les problèmes du comédien avec la législation russe n'étaient pas dus à son silence. Premièrement, les ultra-patriotes ont été indignés par ces blagues sur les Russes ayant fui au Kazakhstan. Quoi, avec la Russie ? Il y en a des anciens ? Alors, les Russes ? Vous apprenez déjà le kazakh ? Il faut dire argent, pas tenj. C'est comme 200 roubles.
Oui, comme la situation a changé. Mais souvenez-vous que vous êtes invité ici, je ne l'ai jamais oublié, en Russie. Il ne faut pas venir ici avec votre lassitude. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, les propagandistes n'ont vraiment pas apprécié l'humour irrespectueux à propos de leur tsar adoré. Les gens ne comprennent pas que Poutine n'est pas là où je suis. Tais-toi. Beaucoup ont pensé que c'est moi qui avais lancé l'opération spéciale, mais ce n'est pas moi. Je n'étais pas à la réunion. Aux États-Unis, on me criait « dis-leur là-bas en Russie ». En Russie, pendant de nombreuses années, personne ne voulait me louer d'appartement. Et maintenant, je devrais leur dire quoi faire. Quand ça les arrange, c'est moi. Et là, je suis un leader d'opinion. Et troisièmement, on dit que Sabourov n'a pas voulu coopérer avec les services spéciaux russes. Il paraît qu'il a été convoqué plusieurs fois dans le bâtiment du FSB à la Loubianka. Mais il ne répondait ni par l'affirmative ni par la négative et essayait d'esquiver. Ce ne sont pas vraiment des difficultés énormes, ni des pièges cachés. En fait, moi, quand je commence à penser qu'il faut se rencontrer et s'entendre sur quelque chose, c'est tout. C'est-à-dire que moi, non, enfin, je vais à cette rencontre, mais je me sens mal à l'aise. Je me souviens, on m'a invité à un petit déjeuner, tu sais, d'affaires, où il fallait discuter de quelque chose et s'entendre sur un point. Je me dis, il faut mettre une veste, il faut, tu sais, se montrer, essayer d'impressionner quelqu'un. Moi, je préfère, dites simplement oui ou non. De plus, un enregistrement de la conversation entre Soborov et la propagandiste Kandelaki est apparu sur Internet dans lequel elle lui demande de redorer sa réputation, suite à l'interdiction d'entrée au Kazakhstan. Tina l'a bien expliqué dans une courte vidéo sur sa page. Tina parle avec exactitude. Tina est super. Tina, je ne suis pas d'accord. D'accord, je te donne une chance. Réfléchissez-y. Esprit. Réfléchissez bien. J'ai pensé à tout. Merci pour votre proposition. C'est tout. J'ai du travail. Soborov a naturellement qualifié l'enregistrement de faux. Mais jusqu'à présent, il n'exprime aucune opposition concrète. Et il semble attendre que tout s'arrange tout seul, d'une manière ou d'une autre. Peu importe à quel point tu essaies de t'excuser ou de te justifier, cela restera une justification. Et en ce sens, je suis prêt ici, parce qu'avec le temps, ces mêmes personnes penseront différemment. Oui, en ce moment. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la majorité. Il est simplement évident que la situation ne fait qu'empirer. Et le temps montre que lorsque tu mets l'argent en premier et non la conscience des gens qui t'ont rendu célèbre, tu finis par tout perdre, l'un comme l'autre. L'Europe est dans la zone de risque la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Le dernier rapport de la conférence de Munich sur la sécurité de 2026 a été une douche froide pour les Européens. Thèse principale ? L'agression de la Russie est actuellement la menace la plus directe et la plus puissante pour l'OTAN. C'est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Poutine. Elle a complètement détruit tout le système de sécurité d'après-guerre sur le continent. La guerre dure déjà depuis 5 ans et elle n'est devenue que plus brutale et sanglante. La Russie a repris l'avantage tactique sur certains secteurs du front. Et malgré des pertes colossales, des sanctions infernales, le Kremlin ne recule pas d'un pas sur ses plans. Les services de renseignement occidentaux avertissent qu'après une éventuelle cessation des hostilités en Ukraine, la Russie reconstituera ses forces pour une guerre régionale en mer Baltique. Il ne lui faudra que quelques années et pour une guerre locale contre un seul voisin, à peine 6 mois. Sont en zone de danger direct la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Suède, la Finlande, le Danemark et l'Allemagne. Et vous, à votre avis, combien de temps reste-t-il encore à l'Europe ? C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.